Au Moyen Âge, la vie était étroitement liée au cycle de la nature. Les paysans se levaient à l'aube et rentraient chez eux au crépuscule, suivaient toute l'année l'alternance des saisons et observaient comment le soleil, le vent et la pluie affectaient leurs récoltes. Sans calendrier précis ni instrument météorologique, ils devaient s'appuyer sur leur propre sens, leur mémoire et l'expérience transmise par leurs ancêtres. Un orage imprévu pouvait emporter le foin préparé pour le séchage. Une période prolongée de sécheresse menaçait la récolte de céréales, et des gelées persistantes détruire l'espoir des semailles de printemps. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les agriculteurs médiévaux ont appris à lire dans les nuages, les animaux, les plantes et les étoiles, et comment ils en ont déduit ce qui les attendait dans les semaines à venir. La vie au Moyen Âge n'était pas simple. Les conditions climatiques changeaient souvent de façon dramatique, et les gens n'avaient pas la possibilité de changer de chaîne pour regarder les prévisions météo. Entre le 9e et le 14e siècle, s'est déroulée en Europe la soi-disant petite anomalie climatique, où alternaient des phases chaudes et froides. Il suffisait de quelques années froides, consécutives, pour qu'éclate une famine. Les paysans développèrent donc un sens particulier pour les signaux qui précédaient un changement de temps, l'odeur dans l'air, la couleur de l'horizon, le son du vent traversant la forêt. Dans les récits posons des anciens paysans, on racontait comment l'orage, pendant la moisson, avait détruit la moitié du village, tandis que la commune voisine, qui avait moissonné un jour plus tôt, avait échappé au fléau grâce à un signe correctement interprété. De tels récits devenaient un argument pour que la jeune génération apprenne l'ancienne sagesse. Dans l'Europe médiévale fonctionnait cependant un mélange complexe de culture, de foi et de mythes. Outre les agriculteurs, les moines et les bourgeois éduqués observaient aussi le temps, non seulement à cause des récoltes, mais aussi à cause des pèlerinages, des voyages et des expéditions militaires. Les aventuriers et chroniqueurs notaient donc que les armées étaient prêtes à reporter une campagne si un signe inhabituel apparaissait dans le ciel. Les villes fermèrent leurs marchés si un orage perturbait les routes commerciales. Les gens croyaient que le mauvais temps était une punition de Dieu, mais cherchaient en même temps dans la nature des signaux fiables qui les avertiraient. Ces signaux n'étaient d'ailleurs pas universels. Les paysans des Landes s'orientaient selon d'autres indicateurs que les vignerons dans les vallées. Dans cette vidéo, vous découvrirez que la diversité de ces observations est aussi fascinante que leur similitude. Il convient de souligner dès le début que la campagne médiévale n'était pas un monde homogène. Le grand public de l'époque comprenait les paysans et les petits artisans, la noblesse chevaleresque et les biens ecclésiastiques. Dans chaque région se créaient leurs propres superstitions et dictons météorologiques, souvent liés aux patrons des églises locales ou aux conditions climatiques spécifiques. Certains principes étaient cependant universellement reconnus. La connaissance qu'un ciel rouge au coucher du soleil signifiait une promesse de beau temps était répandue dans toute l'Europe. De même se transmettait la tradition qu'une forte rosée sur l'herbe annonçait une journée claire. Les dictons nationaux se distinguaient néanmoins. Par exemple, les paysans tchèques craignaient l'influence des hommes de glace, Pancrace, Servet et Boniface, qui apportèrent les gelées de mai, tandis que les fermiers anglais observaient la fête de Saint-Swithin en juillet. La tradition orale jouait un rôle clé. Les ruraux transmettaient leurs connaissances de génération en génération par le biais de comptines et de rimes qui se retenaient facilement. Beaucoup d'entre elles coïncidaient avec les fêtes religieuses, d'autres étaient liées à l'observation de phénomènes concrets. Ces rimes fonctionnaient comme un petit manuel qui rappelait aux paysans illettrés ce qu'il fallait observer et quelles conclusions en tirer. En même temps, elles contenaient de petits secrets, avec la formule « Nous révélerons bientôt ». Les vieilles femmes et les hommes cherchaient à maintenir l'attention des jeunes auditeurs. Dans cette vidéo, nous nous inspirerons de tels micro-hameçons et révélerons progressivement comment les différents signaux se composaient en mosaïques météorologiques. La première et plus importante source d'information était pour les agriculteurs médiévaux, au-dessus de leur tête. Quand ils se levaient, avant l'aube, ils examinaient la couleur du lever de soleil et la forme des nuages. Dans de nombreuses langues naissait le dicton que « ciel rouge le soir réjouit le berger »,
ciel rouge le matin averti. Le principe est simple. La lueur rouge est causée par la diffusion des rayons solaires sur les particules de poussière dans l'atmosphère. En Europe centrale, la plupart des systèmes frontaux arrivent de l'ouest. Si donc au coucher du soleil brille un ciel rouge, cela signifie qu'à l'ouest ne se trouve pas un vaste système nuageux qui passerait bientôt. Les rougeurs matinales témoignent au contraire d'une nébulosité élevée à l'est, qui peut se déplacer pendant la journée. Le paysan devinait donc qu'il attendait de la pluie et accélérait les travaux au champ. Cette observation se transmettait sous diverses formes. Dans certaines régions s'y ajoutait un avertissement qui s'ensuivait. Soir rouge, matin bleu, rarement jour bon. Dans les pays scandinaves existait le proverbe Röd himmel om aftonen, slut på regn, röd himmel om morgonen, regn på gång. En traduction, ciel rouge le soir, fin de la pluie, ciel rouge le matin, pluie en route. En latin s'est conservée une variation dans l'Évangile selon Matthieu, dans lequel Jésus dit aux pharisiens « Quand il fait sombre, vous dites « Il fera beau temps », car le ciel a le soir une teinte rouge, et quand c'est le matin, aujourd'hui, il fera mauvais temps, parce que le ciel a rougi le matin. » Cette référence biblique aidait à convaincre les croyants que l'observation de la nature était en accord avec les textes sacrés. Les paysans observaient aussi différentes hauteurs de nuages. Les cirrus, hautes bandes fines rappelant des queues de cheval, étaient considérés comme messagers de changement. Par temps clair, ils flottaient haut et signalaient un champ de pression stable. À l'arrivée d'un front, ils grossissaient et y pénétrèrent des nuages altocumulus ou cirrocumulus, qu'on appelait populairement écailles de pavot ou aussi merlans. La comptine anglaise « Mare's tails and mackerel scales make tall ships take in their sails » avertissait marins et paysans. Les agriculteurs tchèques connaissaient un dicton similaire. Quand il y a des petits poissons dans les nuages, dans la semaine, l'eau sera finie, qu'ils retenaient les fermiers, sur la Vltava et en Moravie. L'explication est claire. Le ciel cirrocumulus annonce l'instabilité, un courant rapide, et des précipitations qui approchent. Un autre type de nuage qui attirait l'attention était les cumulus, nuages bourgeonnants, en forme de dôme, qui se transforment souvent en géants orageux. Au printemps et en été, les paysans suivaient leur développement. Si les cumulus apparaissaient le matin comme des agneaux et l'après-midi se transformaient en formes hautes et tours, ils s'attendaient à une averse violente. Le vieux proverbe anglais dit « If in the sky you see cliffs and towers, it won't be long before there is a shower ». Le tchèque avait le même sens. Quand les montagnes se lèvent, l'orage est bientôt à côté. Les observateurs se rendaient compte que plus le nuage était vertical, plus grands étaient les écarts de température dans l'atmosphère et plus instable le temps. La rosée et la vapeur étaient pour les paysans une radio naturelle, à travers laquelle ils entendaient que la prévision. Après des nuits claires et froides, se formait sur l'herbe une rosée dense qui, aux premiers rayons de soleil, créait un tapis scintillant. On disait « Si l'herbe honnête est mouillée le matin, attends la pluie jusqu'au soir ». Ce dicton découle de la physique. Par ciel clair, la surface terrestre rayonne de la chaleur, la température s'abaisse au point de rosée, et la vapeur se condense. Si cependant pendant la nuit des nuages restent dans le ciel, la chaleur ne s'échappe pas, et la rosée ne se forme pas. L'absence de rosée signale donc la présence de nébulosité et la possibilité de pluie. Les phénomènes lumineux, comme le halo autour du soleil ou de la lune, éveillaient chez les gens médiévaux émerveillement et respect. Quand le paysan apercevait un anneau lumineux autour de la lune, il considérait cela comme un signe d'intervention divine. Les chroniques mentionnent que chasseurs et bergers rentrèrent chez eux quand ils voyaient une couronne autour de la lune. Ils croyaient que dans les forêts commenceraient à tomber branches et arbres. Plus tard fut découvert que le halo naît de la réfraction de la lumière sur les cristaux de glace hexagonaux dans les hauts nuages. Les nuages cirrus précèdent souvent un front chaud, si bien que la divination populaire avait une base réelle.
De plus se transmettait la tradition que si le halo se dédoublait ou était très large, suivait une pluie abondante et des orages d'accompagnement. Vérifiez-le vous-même, lors de vos balades estivales. Même aujourd'hui, les gens s'arrêtent souvent quand ils aperçoivent une couronne arc-en-ciel autour de la Lune, un des rares phénomènes qui unit observateurs médiévaux et modernes. Une catégorie intéressante était les couleurs et l'intensité des étoiles. La nuit sans pollution lumineuse permettait aux paysans de voir des milliers d'étoiles et d'observer comment elles scintillaient. Ils reconnaissaient que si les étoiles semblaient ternes et oranges, il y avait beaucoup de poussière ou d'humidité dans l'atmosphère. Au contraire, des étoiles bleues vifs et scintillantes signalèrent un air sec. En Angleterre, on parlait du fait que les Blinking Stars annonçaient le vent. Une observation similaire existait dans les villages tchèques, où l'on disait « Quand les étoiles dansent, le vent approche ». Le scintillement des étoiles aidait donc non seulement les romantiques, mais aussi les paysans à prédire si le jour suivant serait venteux. Outre les couleurs, ils observaient aussi les formes et la structure des nuages. Dans le langage des dictons météorologiques, apparaissaient haut dans le ciel des queues de juments et des écailles de pavots, c'est-à-dire des bandes de cirrus et des nuages d'altocumulus ou de cirrocumulus. On disait que queues de juments et écailles de pavots forcent les navires à descendre leurs voiles, ce qui était un avertissement pour marins et agriculteurs. Cette combinaison de hautes bandes fines et de petits nuages signalait l'arrivée d'un front, car les nuages cirrus précèdent souvent les systèmes de basse pression. Au contraire, s'il y avait dans le ciel des cumulus bas dispersés rappelant une toison de moutons, cela était considéré comme signe de beau temps durable. Les hauts cumulus tours, qui montaient en hauteur comme des montagnes, indiquaient que l'air se déstabilisait et qu'il pouvait y avoir des précipitations. Les paysans observèrent donc pendant la journée si des nuages, innocents, ne devenaient pas des tours, avertissement avant l'orage. Un autre phénomène que remarquait sans doute chacun était le halo autour du Soleil ou de la Lune. Quand autour de la pleine Lune apparaissait une aura circulaire brillante, les gens savaient que la pluie approchait. Ils l'expliquaient magiquement. Mais nous savons aujourd'hui que ce phénomène est lié aux petits cristaux de glace, dans la nébulosité Cirrus, qui brisent la lumière et créent un cercle. Ces hauts nuages précèdent souvent l'arrivée d'un front. La nuit, les paysans prêtaient attention aussi au scintillement des étoiles. Si les étoiles clignotaient doucement et brillaient, l'atmosphère était calme. Quand cependant leur lumière clignotait sauvagement, cela signifiait des turbulences et un vent fort dans les couches supérieures. De telles observations étaient à des pratiques et romantiques. Le soir au champ, dans le silence après le travail, les paysans levaient les yeux vers les constellations et se chuchotaient en même temps si le vent se lèverait le lendemain. Le soleil, comme il se levait le matin et se couchait le soir, devint aussi une mesure naturelle de la lumière. Dans certaines contrées, il remarquait si la lune se levait le soir ou seulement la nuit. Le proverbe disait que la lune qui se lève le soir apporte le beau temps, car la lune croissante était considérée comme sèche. L'opposé était la lune croissante et la nouvelle lune quand l'humidité augmentait, et il était recommandé de planter les cultures au-dessus de terre. Ces représentations lunaristes se reflétaient dans la planification des travaux des champs. Autour de la nouvelle lune se plantaient principalement les cultures feuillues et aériennes, tandis qu'autour de la pleine lune et du dernier quartier on sarclait, coupait le bois ou enlevait les mauvaises herbes. Même si les météorologues d'aujourd'hui souligneraient à juste titre que les phases de la lune n'ont pas d'influence directe sur la pluie, dans le passé ces rythmes devinrent partie du calendrier des familles paysannes. Dans la deuxième partie de notre périple, nous nous concentrerons sur le vent et les avertissements d'orage. Les paysans étaient habitués à s'orienter au travail à l'aide des points cardinaux, et selon la direction du vent, ils estimaient d'où approchait le changement de temps. Vache avec la queue à l'ouest apporte le meilleur temps. Vache avec la queue à l'est signifie le pire, dit un vieux dicton anglais. L'explication est simple. Le bétail se place instinctivement dos au vent, pour qu'il ne lui souffle pas dans les naseaux.
Le courant occidental est habituellement associé à l'afflux d'air chaud et stable, tandis que l'oriental signifie un courant froid ou humide venant de la mer ou des montagnes. Le même principe valait pour l'observation des poules ou des oies. Si la volaille se dépêchait sous le toit et se tournait contre le vent, les gens s'attendaient à un orage. Le vent était une sorte de poste silencieuse entre le paysan et l'orage. De la direction du vent, il déduisait s'y approchait une période sèche ou humide. Sur les côtes maritimes régnait le dicton vent de mer apporte les larmes, ce qui signifiait que le vent humide du sud-ouest apporterait du crachin. Dans les régions montagneuses, on disait quand souffle l'est, le moulin s'arrête, car le vent d'est apportait parfois le gel et immobilisait les moulins à eau. Les paysans remarquaient aussi la vitesse du vent. S'il soufflait violemment et se calmait soudain, ils savaient qu'un front froid passait, après lequel il fait souvent clair. Ce phénomène résume le dicton Sharper the blast, sooner 'tis past. Au contraire, un courant venteux de longue durée sans pluie indiquait l'arrivée de la sécheresse, et les paysans réfléchissaient s'il ne faudrait pas arroser les céréales depuis les étangs. Les orages étaient notés pour les gens médiévaux effrayants, mais en même temps fascinants. Au Moyen Âge, on croyait que tonnerre et foudre étaient manifestations de la colère divine, mais en même temps s'y rapportait une série de conseils pratiques. Quand apparaissaient à l'horizon des nuages d'orage sombres, les paysans se rappelaient le dicton « Tonnerre en février annonce des nuits glaciales de mai ». Et effectivement, le dicton tchèque dit que s'il tonne en février, survient un mai froid. Dans les pays de tradition anglaise, se rapporte à juillet, la rime sur Saint Swithin, Saint. Swithin's day, if thou dost reign, for 40 days it will remain. Saint Swithin's day, if thou be fair, for 40 days 'twill rain, nemer. La réalité météorologique est telle qu'au milieu de l'été, le courant dans les îles britanniques se stabilise et parfois persiste plusieurs semaines. Quand s'établit à cette époque une situation pluvieuse, il existe une probabilité plus élevée qu'elle se répète, et le dicton gagne ainsi en validité. Le même principe s'applique aussi à Médard, en Bohême. Le manteau de Médard, 40 jours il pleut. Ce vers est connu dans toute l'Europe centrale, et en Allemagne existe la version Medardus Mantel hält 40 Tage den Regen fest. Ces racines remontent peut-être à l'observation qu'au début de juin, commencent souvent des périodes pluvieuses traînantes en conséquence du courant méandreux et de la haute pression sur l'Europe du Nord, qui bloquent l'arrivée des masses sèches. Il est intéressant que la durée moyenne d'une telle période pluvieuse se situe dans les mesures modernes autour de 2 semaines, mais les extrêmes, qui persistaient 40 jours, étaient si mémorables qu'ils devinrent partie de la tradition. Dans cette vidéo, vous découvrirez que les gens dans le passé étaient très sensibles aux événements extrêmes, car ils menaçaient la récolte et la survie. Les chroniques médiévales rappellent aussi d'autres fenêtres pluvieuses de l'année. À la mi-août se fête la Sainte Anne, et on dit, depuis Sainte Anne, froid du matin, ce qui avertissait des brouillards matinaux et de l'arrivée de l'automne. Septembre était alors accompagné d'orages, appelés été de la Saint-Martin. L'air chaud mais orageux se mélangeait avec un courant plus froid et causait de forts orages. Les paysans remarquaient qu'avant ces orages, il y a souvent le silence. Les oiseaux cessent de chanter et les insectes se cachent, signe que le dicton exprimé par « Quand dans la forêt se tait la bête, l'orage s'est précipité ici ». Une mention spéciale mérite le guide connu comme 12 nuits, qui se rapportait au jour entre Noël et la fête des rois mages. Chacun de ces jours devait prédire le temps pour un mois de l'année suivante. Par exemple, le jour de Noël, on croyait qu'un vent fort prophétisait une année triste pour les riches et puissants, tandis que le soleil garantissait une année heureuse pour tous. Le jour de la Saint-Étienne, la pluie matinale promettait une bonne année pour les pauvres, tandis que le vent du sud indiquait batailles et troubles. Le 27 décembre, on observait si le soleil se levait clairement. Si oui, on prédisait une bonne récolte de blé. Ces tables détaillées
prouve que les prédictions médiévales étaient plus complexes que nous ne le pensons aujourd'hui, et qui se reflétaient aussi bien la météorologie que les inquiétudes sociales. Tonnerre et foudre avaient au Moyen Âge double signification, religieuse et pratique. L'orage était perçu comme manifestation de la volonté divine, mais aussi comme indicateur de changement de température et de pression. Les paysans savaient que pendant les journées chaudes d'été, pouvait commencer à s'amonceler à l'horizon des montagnes, desquelles il pleut. Dans le proverbe anglais, on chantait « Montagne du matin, fontaine de l'après-midi ». Cela indiquait que la formation matinale de nuages bourgeonnants, cumulus humilis, pouvait pendant l'après-midi se développer en nuages orageux, cumulonimbus, et apporter des averses abondantes. Dans les pays tchèques, une observation similaire se reflète dans une série de dictons. Quand il y a des châteaux en février, en été il y aura des chutes, ou Dame blanche sur les montagnes, on pense qu'aux nuages denses, fait savoir que la pluie approche. Les dictons saisonniers s'attachaient à des saints concrets. Le jour de la fête de Saint-Médard, 8 juin, se transmettait en Bohême que le manteau de Médard, 40 jours il pleut. De même qu'en Angleterre avertissait saint Swithin que s'il pleut le jour de sa fête, 15 juillet, il pleuvra 40 jours de plus. Ce mythe a même une base météorologique. À la mi-juillet, se stabilise souvent le courant dans les latitudes tempérées et persiste plusieurs semaines, si bien qu'un début pluvieux augmente vraiment la chance d'un été humide. En mai, les paysans observaient les hommes de glace, Saint Pancrace, Servet et Boniface, qui selon les dictons apportent des nuits gelées. Cela se produit soi-disant en moyenne une fois tous les 3 ans, si bien que les paysans préféraient y reporter la plantation des cultures sensibles après leur fête. À ce trèfle s'ajoutait Sainte Sophie, 15 mai, Sophie en pleurs, dont la pluie devait frapper les prunes, avertissement pour les arboriculteurs. Des prédictions similaires apparaissaient aussi en hiver. Candlemas, ou la Chandeleur, 2 février, représentait dans la campagne européenne un jalon important. Dans la tradition celtique, c'était le quart de croix, quand on évaluait si l'hiver se terminait. On disait « Si la Chandeleur est claire et lumineuse, l'hiver nous tourmentera encore. S'il fait couvert et qu'il neige, l'hiver est parti. » En Allemagne et aux États-Unis, cette tradition se transforma en jour de la marmotte, quand la sortie de la marmotte ou du blaireau et son nombre déterminaient la durée de l'hiver. Similaire était aussi le dicton tchéco-allemand. À la Chandeleur, l'alouette doit grincer, même si elle devait geler. Les paysans attendaient impatiemment de voir si les oiseaux osaient chanter. Si oui, l'hiver se termine. S'il se cache, il fera encore froid. Des sources encore plus anciennes se rapportèrent à la période de Noël. Dans certaines chroniques des XIe au XIVe siècle, se sont conservés des guides pour 12 nuits. Chacun des 12 jours du réveillon de Noël à la fête des rois mages symbolisait un mois de l'année suivante. Par exemple, un orage le jour de Noël devait signifier une année saine et du bon blé, tandis qu'un vent fort le 2e jour de Noël présageait des guerres sanglantes. Ces divinations étaient un mélange d'astrologie, de symbolique chrétienne et d'observations statistiques simples. Déjà alors les gens remarquaient que le temps à la fin de décembre pouvait indiquer les tendances pour le printemps suivant. Bientôt, nous révélerons quel rôle jouaient dans les prédictions médiévales les animaux. Il ne s'agissait pas seulement d'images poétiques. Les paysans observaient réellement le comportement du bétail, des oiseaux et des insectes et le prenaient comme signal que le temps changeait. Les météorologues modernes confirment que les animaux réagissent, souvent au changement de pression atmosphérique, d'humidité de l'air ou de champs électromagnétiques. Dans les superstitions populaires, se transmettait que quand les vaches se couchent au pâturage, la pluie approche, ou qu'elles se tournent que selon le vent. Le proverbe déjà mentionné sur la vache avec la queue à l'ouest et à l'est fonctionnait comme une rose des vents bovine. De même, les paysans observaient chiens et chevaux. Il était connu que les chiens, avant l'orage, gémissent nerveusement et cherchent à se cacher,
car ils entendent le tonnerre lointain dans des fréquences plus basses. Oises et canards se regroupaient et restaient près de la rive quand l'orage approchait. Les poules se cachaient dans le poulailler. L'insecte était pour les gens médiévaux un indicateur important. Les abeilles, par exemple, dépendent du temps chaud et sec pour pouvoir voler vers le nectar et s'orienter selon le soleil. Avant une pluie violente, elles se sentent menacées et retournent à la ruche, s'agglutinant à l'intérieur. Virgile, dans les Géorgiques, décrivait que les abeilles observent le ciel et préfèrent ne pas sortir si la pluie approche. La rime du XIXe siècle résume: quand les abeilles volent loin, les jours sont chauds et le ciel clair. Quand elles restent à la ruche, vient l'orage. Les paysans observaient donc si les abeilles revenaient avec persévérance tard le soir ou déjà dans la matinée. Sur cette base, ils décidaient de faucher le pré, ou plutôt de couvrir le foin fauché. Parmi les autres signaux figurait le comportement des grenouilles. Dans la tradition allemande, de la rainette ordinaire naissait le Wetterfrosch, grenouille météo. Quand la grenouille grimpait plus haut sur la tige, on disait que le beau temps approchait, car la grenouille recherche le soleil. Au contraire, quand elle restait près du sol, cela signifiait humidité et pluie. Les gens remarquaient que les grenouilles réagissent à l'humidité de l'air et leur activité croît avant la pluie. De même, les oiseaux réagissaient au changement de pression. Hirondelles et martinets volaient bas au-dessus de terre quand l'orage approchait, car les insectes qu'ils chassent tombent vers le sol dans l'air dense et humide. Au contraire, si les hirondelles tournoyaient haut, il était probable que le temps serait stable. D'autres signaux étaient les vers et les grillons. Au XIXe siècle, le physicien Amos Dolbear remarqua que la fréquence du chant du grillon change avec la température. Sur cette base naissait la formule. Si vous comptez le pépiment du grillon pendant 25 secondes, divisé par 3 et ajoutez 4, vous obtenez la température en degrés Celsius. Les paysans ne connaissaient naturellement pas la formule mathématique, mais savaient que quand les grillons chantent plus lentement, il fait froid, et quand ils accélèrent, il fait plus chaud. Nous savons maintenant que le grillon produit le son à l'aide d'ailes articulées, et la vitesse de son vrombissement dépend de la température, car les muscles travaillent encore les plus vite dans la chaleur. Mentionnons aussi les dictons divers liés aux insectes. Aux États-Unis se transmet encore aujourd'hui que si les fourmilières sont hautes en juillet, l'hiver sera enneigé. Si guêpes ou frelons construisent leur nid haut dans les couronnes d'arbres, on s'attend à un hiver dur avec beaucoup de neige. S'ils les construisent bas, l'hiver sera doux. Ces suppositions partent du principe que l'insecte cherche à prédire les conditions futures et adapte la position des nids pour les protéger. Et même si ce n'est pas toujours vrai, de telles histoires illustrent comment les gens cherchaient dans la nature des signes du futur. Non seulement les animaux, mais aussi les plantes fournissaient aux paysans d'importantes indications. Au Moyen Âge, la nature était perçue comme un organisme vivant, avec lequel l'homme devait être en harmonie. L'observation des fleurs, fruits et feuilles servait non seulement à déterminer l'époque des semailles, mais aussi comme baromètre météorologique. Pin cones, les cônes des conifères, jouent dans les dictons un rôle proéminent. On disait que si les écailles des cônes sont ouvertes, il fera sec, et si elles sont fermées, l'humidité approche. La raison est simple, les cônes protègent les graines et s'ouvrent quand il fait sec, pour les disperser par le vent. Par temps humide, les écailles se courbent et se ferment. Les paysans ramassaient donc souvent des cônes et les suspendaient à un poteau sous le toit. Ils avaient ainsi un simple humidimètre. Avec eux, ils observaient aussi les feuilles de chênes et d'érables, qui par forte humidité se tordent et retournent la surface argentée du dessous vers le haut. Par humidité croissante, la forêt paraissait ainsi plus claire, et le paysan savait qu'il pleuvrait. Les fleurs devinrent des baromètres poétiques. Les paysans remarquaient que la petite morgeline blanche, Stellaria media, ferme ses fleurs peu avant la pluie. De même le mouron rouge et la drave des champs, connue comme pauvresse ou aurore montagnarde.
ouvrent leurs pétales seulement par temps ensoleillé, et par humidité accrue se referment. En Angleterre, elle gagna le surnom de baromètre du pauvre, et on l'appelait Poor Man's Weather Glass. Connu était aussi le cadran solaire, sous forme de pissenlit. Si les fleurs de pissenlit, boutons d'or ou tulipes se fermaient plus tôt qu'à l'habitude, cela indiquait l'approche du temps froid. De même, on disait que la pâquerette modeste ferme ses pétales blancs pour se protéger des gouttes de pluie. L'explication est purement physiologique. La croissance différentielle des parties supérieures et inférieures des pétales réagit à la température et l'humidité. Le paysan qui voyait les pâquerettes penchées à midi savait qu'il devait rapidement rentrer le foin dans la grange. La rosée sur le pré avait dans les dictons une place particulière. On disait « Rosée sur l'herbe, la pluie ne se fait pas ». Le mécanisme est clair. La rosée naît par nuit claire, quand la surface terrestre se refroidit et l'eau se condense sur la végétation. Un ciel pur la nuit signifie habituellement que le matin aussi sera clair et qu'au moins quelques heures il ne pleuvra pas. Si cependant dans la nuit roulaient des nuages, la rosée soit ne s'est pas formée, soit a été rapidement séchée par le vent chaud, ce qui signifiait système frontal et pluie. Les paysans se promenaient donc le matin sur le pré pour vérifier si la rosée craque sous les pieds et pouvaient planifier s'il était sûr de sortir avec le foin. Les plantes fournissaient aussi des pronostics saisonniers. Les gens croyaient que l'épaisseur des pelures d'oignon en automne indique la dureté de l'hiver. Pelure épaisse sur l'oignon, l'hiver sera dur. Cette supposition part de l'observation que l'oignon pousse par temps sec. Et si l'été était froid et humide, il poussait avec des pelures plus épaisses. C'était donc plutôt une conséquence du temps passé qu'une prédiction du futur. Néanmoins, le dicton se maintint, et les grands-mères au marché épluchèrent l'oignon, pour estimer s'il faudrait couvrir les plates-bandes. Bientôt nous révélerons comment les astronomes médiévaux influencèrent les plans agricoles. Au Moyen Âge se développait le domaine de l'astrométéorologie, qui combinait observation astronomique avec réflexion météorologique. La base était la conviction que la position des planètes et étoiles influence les événements terrestres, non seulement l'humeur des gens, mais aussi le temps. Les savants arabes, comme Al-Battani et Al-Kindi, développaient les connaissances classiques de Ptolémée et élaboraient des formules pour les prédictions. Leurs écrits arrivèrent en Europe et influencèrent plus tard la création d'almanachs médiévaux. En Europe apparurent les soi-disant calendriers astronomiques, ou Sysiojanes, qui offraient un aperçu du mouvement des planètes, des éclipses et des fêtes, mais incluaient souvent aussi de brefs dictons météo. Dans l'article décrivant la recherche de Mackenzie White de l'université George Washington, il est indiqué que l'almanach de l'année 1433 était composé de 38 feuilles, et les paysans le portaient comme un accordéon. La plupart des propriétaires étaient illettrés, c'est pourquoi les symboles et images étaient choisis pour rappeler rapidement une période ou un événement concret. L'image d'une hache, par exemple, désignait la période où on fend le bois, tandis que deux personnages avec des épées symbolisaient le mois orageux de mars. Ces almanachs étaient une sorte d'encyclopédie de poche pour les paysans. Ils contenaient non seulement des prédictions météo, mais aussi des conseils pour semer, abattre ou les herbes médicinales. L'auteur de la recherche souligne que les gens médiévaux n'étaient pas seulement aveuglement superstitieux, mais cherchaient à comprendre le monde autour d'eux, en combinant observation, religion et science. Le cycle lunaire se reflétait aussi dans des conseils concrets. Pline l'Ancien déjà dans l'Antiquité affirmait que la lune remplit la terre quand elle s'approche et l'assèche quand elle s'éloigne. Les paysans médiévaux croyaient selon cela que la lune croissante est humide et apporte les pluies, tandis que la lune décroissante est sèche et propice à la récolte. On en déduisait quand il est préférable de planter les cultures aériennes et souterraines, ou quand abattre les arbres. Les almanachs conseillaient aussi que les pieux de clôture enfoncés par lune décroissante pourrissent moins.
Le bois devient cassant s'il est abattu par lune croissante, et la viande abattue dans cette période reste juteuse. Bien qu'il puisse sembler que ces conseils n'aient pas grand-chose en commun avec le temps, les paysans les percevaient comme partie d'un rythme plus large de la nature. Les astrologues attribuaient à chaque mois un signe du zodiaque, et les signes individuels reliaient avec les éléments feu, eau, terre et air. Si le soleil était dans un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on s'attendait à un plus grand nombre de jours pluvieux, tandis que les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, devaient apporter une période sèche et chaude. Les paysans ordinaires ne connaissaient certes pas les tables astrologiques, mais savaient qu'autour du 20 mars, quand le soleil entre dans le bélier, il fait habituellement plus chaud et le printemps s'ouvre. Quand en septembre il entre dans la balance, s'égalisent jours et nuits, et vient le froid. De l'astrométéorologie naissait ainsi un mélange de science et de magie, qui céda plus tard à la météorologie moderne, mais persista longtemps encore dans les calendriers populaires. Dans cette vidéo, vous découvrirez que certaines de ces techniques se sont conservées même dans les manuels de jardinage d'aujourd'hui. Avant de nous plonger dans les dictons tchèques concrets, il est utile de s'arrêter sur plusieurs nœuds calendaires importants. Dans cette vidéo, vous découvrirez que les paysans médiévaux ne suivaient pas seulement le ciel, mais aussi le rythme de l'année, qui était divisé en 4 quarts, et entre eux en soi-disant carrefours. L'un d'eux est la Chandeleur, fête de la présentation du Seigneur au temple qui tombe le 2 février. Dans la tradition celtique, elle s'appelle Imbolc, et dans le folklore allemand se lie aux chandelles et au jour de l'ours. Selon les vers enregistrés dans plusieurs chroniques, valait que If Candlemas day be fair and bright, winter will have another flight. If Candlemas day bring cloud and rain, winter won't come again. En tchèque a connu la version à la Chandeleur 1 heure de plus. Si le soleil brille, à la Chandeleur, il y aura plus d'hiver que d'hirondelles. La raison est qu'au début de février, le courant hivernal est encore fort. Un jour clair marque une haute pression qui maintient le froid, tandis qu'un jour nuageux signale le courant d'air plus chaud. La Chandeleur est liée à l'observation des animaux. Dans la tradition allemande, on croyait que si le jour est ensoleillé, le blaireau sort du terrier, voit son ombre et retourne effrayé, annonçant ainsi 6 semaines de pluie d'hiver. En Amérique, de cette légende s'est développée la fête populaire, Groundhog Day, quand la marmotte file en Pennsylvanie prédit la durée de l'hiver. Dans la version hongroise, sort du terrier l'ours, s'il voit l'ombre, il retourne, sinon l'hiver se termine. Ces représentations lient la croyance que les animaux hibernants perçoivent instinctivement le printemps qui approche. Les agriculteurs médiévaux s'en guidaient lors de la planification des travaux de printemps. Si février était ensoleillé et les animaux retournaient au terrier, ils reportèrent les semailles. Au contraire, un jour nuageux de la Chandeleur était une nouvelle bienvenue que le printemps viendrait tôt, et qu'il était temps de réparer les charrues. Un autre événement clé était la fête de Médard, 8 juin, en tchèque, le manteau de Médard, ou Mjart Médard pleure, dont nous avons déjà parlé. Selon les versions anglaises et françaises, existe un saint apparenté, Saint Swithin ou Saint Médard, et le dicton affirme que s'il pleut ce jour-là, il pleuvra 40 jours de plus. Les météorologues montrent qu'autour de la mi-juin et juillet se stabilise au-dessus de l'Europe le jet stream. Une fois qu'il s'établit au nord, il apporte une période plus longue de sécheresse, mais s'il reste plus au sud, survient un été humide. Dans l'environnement tchèque s'ajoute à Médard encore Sainte Sophie, 15 mai, qui pleure souvent, et les saints hommes de glace. Ces jours fonctionnaient comme avertissement pour les vignerons. Si au printemps apparaissent des gelées traîtresses, peut venir un dommage au vignoble. D'ailleurs, même en Allemagne existe un dicton similaire sur Pancrace, Servet et Boniface, qui sont les noms des hommes de glace. Les almanachs médiévaux s'occupaient aussi de la période de 12 jours après Noël.
Selon la recherche de l'historienne britannique Anne Lawrence Matters, entre le XIe et le XIVe siècle, on croyait que le temps de chacun des 12 jours après la naissance du Christ prédisait le temps des mois individuels dans l'année à venir. Le premier jour, 25 décembre, appartenait ainsi à janvier, le deuxième jour à février, et ainsi de suite. Par exemple, un vent fort, le jour de Noël, signifiait un janvier orageux, tandis qu'un soleil clair indiquait une année joyeuse. Si au roi mage, 6 janvier, il tonnait, c'était considéré comme signe d'une année saine, mais aussi mauvaise nouvelle pour les seigneurs et souverains, car les tonnerres symbolisaient les secousses politiques. Ces calendriers météorologiques de Noël étaient répandus en Angleterre, France et partie de l'Allemagne. Ils documentent que les gens liaient les fêtes religieuses avec l'observation empirique. Ils observaient vent, soleil, nuages et en tirèrent des conclusions pour toute l'année. Avec la Chandeleur, Médard ou Noël sont liés aussi d'autres carrefours de l'année. Équinoxe de printemps, fête de Saint-Georges, solstice d'été, fête de Saint-Michel, 29 septembre, et solstice d'hiver. Chacun de ces jours était accompagné d'un dicton et d'un conseil sur ce qu'il faut faire. Par exemple, au temps de Saint-Michel, on disait « À Saint-Michel, temps de chasser le bétail de l'alpage, car commençait l'engraissement d'automne. » À Sainte-Catherine, 25 novembre, on conseillait que les gens rangent les outils et se préparent pour l'hiver. Ces nœuds calendaires créaient une structure psychologique de l'année, qui aidait les paysans à planifier les travaux et comprendre quand le temps peut changer radicalement. Les Tchèques ont une riche tradition des soi-disant pranostics, c'est-à-dire prédictions météorologiques, rimées liées à des jours, mois ou patrons concrets. Selon l'historien Simon Partlik, qui en l'an 1617 publia le calendrier économique annuel, naissaient les pranostics tchèques, principalement comme conseil pratique pour les fermiers. Certaines furent reprises des modèles allemands et latins, d'autres étaient uniques. Important est la différence entre pranostic et proverbe moral. La pranostic devait servir comme pronostic, non comme moralité. À février se rapporte par exemple la pranostic février blanc, chant fort, qui exprime l'espoir que la couverture neigeuse protège les cultures d'hiver et apporte l'humidité. En mars, on dit « Mars, au poil, nous grimpons », parce que le temps changeant force les gens à rester chez eux. Les pranostics d'avril avertissent « Avril encore là nous serons », décrivant le froid, et de l'été de Médard, le 4e jour, nous nous assoirons à l'ombre, qui exprime qu'après les variations de température, arrive bientôt le temps chaud. En août tombent les dictons comme « Août, quand tu entends les tonnerres, avec la fin des moissons ne bouge plus le bois, alertant sur les orages d'été. » Beaucoup de dictons sont liés aux fêtes. À Saint-Georges, 24 avril, on dit « À Saint-Georges sortent serpents et scorpions », ce qui indique que la terre s'est suffisamment réchauffée. Le jour de Saint-Martin, 11 novembre, accompagne le proverbe « Martin arrive sur un cheval blanc ». La première neige. La fête des Trois Rois, 6 janvier, présage que l'hiver cessera. Aux Trois Rois, un pas de plus. Ces pronostics créaient un rythme annuel et aidaient les paysans à se préparer psychologiquement au changement. Dans de nombreuses régions, vous les trouvez encore aujourd'hui dans les livres de lecture scolaires ou sur les panneaux dans les chalets. Une catégorie importante sont les pronostics avertissant des gelées de printemps. Outre les hommes de glace, on parle de Notre-Dame des Sept Douleurs, 15 septembre, ou de Sainte-Catherine, 25 novembre. Sainte-Catherine ferme, les bûches. L'hiver arrive. Ces pronostics étaient importants pour vignerons et arboriculteurs. Si le paysan se laissait bercer par le soleil chaud de mars et plantait les légumes trop tôt, il pouvait perdre la récolte, car de Sainte-Sophie à Saint-Jean, le froid chasse. Cela leur enseignait la patience et la prudence. Dans de nombreuses langues apparaissent des dictons similaires. Le tchèque, Noël dans la boue, Pâques dans la neige, concorde avec l'allemand, Weiss Weihnachten, Grün Ostern, comme l'indique l'étude des pranostics. Il s'agissait d'une expérience statistique simple.
Le temps chaud de décembre signalait souvent le retour d'air froid au printemps. Un tel dicton aidait les gens à accepter l'adversité météorologique comme quelque chose de naturel. Regardons maintenant la perspective plus large. Les prédictions météorologiques médiévales ne sont pas un phénomène isolé de la campagne européenne. Elles partent des traditions antiques et arabes, ainsi que des observations des cultures indigènes. Les premiers enregistrements connus sur le temps proviennent de Mésopotamie et de Chine. Dans les calendriers agricoles chinois de l'époque de la dynastie Han apparaissent les premiers vers météorologiques qui conseillaient que si en février apparaissent les premiers papillons, le printemps sera sec, ou que quand en août fleurit soudain le lotus, l'hiver sera dur. Ces calendriers arrivèrent en Perse et plus loin dans le monde islamique, où ils se lièrent avec l'astrologie. Les savants arabes du IXe siècle, comme Al-Kindi, cherchaient à expliquer la naissance de la pluie et du vent à l'aide de la théorie des 4 éléments. Ils traduisaient les textes grecs anciens et les complétaient de leurs propres observations. Ensuite, en Andalousie, naissaient les Kutub al-Anwa, livres du temps, qui combinaient données astronomiques avec expériences des nomades. Ces livres furent traduits en latin et formèrent l'inspiration pour les almanachs européens au Moyen Âge tardif. Al-Battani calcula plus précisément la longueur de l'année tropique et proposa des tables astronomiques qui permettaient de prédire éclipses et conjonctions, phénomènes que les gens liaient avec le temps extrême. Les Romains utilisaient pour prédire le temps animaux et phénomènes atmosphériques. Pline l'Ancien décrivait que la grêle naît dans les couches les plus hautes de l'atmosphère et la pluie dans les moyennes. Il liait les prédictions avec le calendrier. Il conseillait par exemple qu'il faut tailler les vignobles avant le premier orage en mars. Il mentionnait aussi que si le soleil au coucher se cache derrière un nuage, le lendemain sera humide. Ces conseils se conservèrent et passèrent dans les écrits médiévaux. Il est intéressant que des pronostics similaires existent aussi hors d'Europe. Les tribus indiennes, en Amérique du Nord, observèrent le comportement des coyotes, élans et antilopes. Ils savaient que les animaux se retirent dans les vallées, avant une pluie torrentielle. En Australie, les habitants indigènes se guidaient par le temps des cigales, quand elles se faisaient entendre à la fin de l'été. Ils savaient que s'approchait la période des pluies. Ces traditions montrent que la capacité d'observer la nature et d'en tirer des conclusions est un talent humain universel. Les pronostics sont charmantes, mais ne peuvent être comprises comme prédictions fiables. Les météorologues modernes soulignent que beaucoup de dictons fonctionnent grâce à la mémoire sélective. Les gens se souviennent des cas où le dicton s'est confirmé et oublient les cas où il ne s'est pas réalisé. Si grand-mère dit « Quand il pleut avant 7 heures, à 11 heures la pluie est finie », et effectivement il fait clair, nous nous en souvenons. Quand il pleut toute la journée, le dicton ne convient simplement pas. L'analyse des données météorologiques en Grande-Bretagne montre que seulement environ 40% des pluies sont des averses de courte durée et se dissolvent effectivement en 3 heures. Le reste est lié aux systèmes frontaux, qui apportent la pluie à long terme. Le dicton « Le manteau de Médard, 40 jours il pleut » se réalise une fois tous les quelques années. Mais parce que les gens se souviennent des années extrêmement pluvieuses, le dicton survit. Certaines pronostics ont une base réelle, mais sont perçus sélectivement. Le dicton « halo autour de la Lune », pluie se déverse bientôt, est météorologiquement fondé, car les nuages cirrus précèdent pas les fronts. De même, écailles de pavot et queues de jument sont précurseurs de changements de temps. Les dictons sur les abeilles ou grenouilles partent de la réaction réelle des animaux à l'humidité, mais ne se vérifient pas toujours. Par exemple, quand les abeilles restent dans la ruche à cause du manque de fleurs. Au contraire, les dictons sur la pelure d'oignon ou la longueur de l'ombre de la chandelle sont plutôt du folklore et ne contiennent pas d'informations météorologiques objectives. Pour les paysans médiévaux, cependant, était plus importante la symbolique et la continuité que la précision exacte. Les dictons créaient un cadre pour la planification et calmaient les nerfs, surtout en temps d'incertitude. Ils fonctionnaient aussi comme
Note en bas de page, dans les traditions familiales. Quand arrière-grand-mère se souvenait que le jour où naquirent les petits-enfants, le soleil brillait et il y avait de la rosée, la famille s'assurait que cela portait bonheur. Aujourd'hui, nous regardons les pronostics plutôt avec sourire, mais il est bon de comprendre qu'aux époques sans modèle météorologique et satellite, il s'agissait de la meilleure heuristique disponible. Le temps influençait tous les aspects de la vie médiévale, des semailles à la récolte jusqu'aux rituels sociaux et religieux. Les paysans devaient répartir les travaux pour réussir à faucher et sécher le foin pendant les courts créneaux ensoleillés, battre le blé les jours secs et semer avant les pluies d'automne. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'observation du ciel et de la nature aidait non seulement en agriculture, mais aussi dans les activités quotidiennes. Par exemple, la fabrication du pain exigeait que le grain soit sec. Si la ménagère voyait le matin que la rosée était forte, elle savait que le soleil brillerait bientôt, et que c'était le bon moment d'écraser le blé et commencer à cuire. Quand au contraire les étoiles ne scintillaient pas la nuit, et le ciel paraissait terne, on s'attendait au brouillard, et donc on reportait de sortir le linge pour qu'il ne s'humidifie pas. Selon le comportement des animaux, se planifiaient aussi les voyages au marché. Si les vaches depuis le matin remâchaient agitées et les oies criaient bruyamment, cela signifiait que le vent se levait. Les gens préféraient reporter le voyage pour ne pas être surpris par l'orage. Les fêtes et pèlerinages étaient une autre partie importante de la vie. La durée et le déroulement des voyages dépendaient du temps. Astrologues et prêtres conseillaient quand partir pour le pèlerinage de la Saint-Jean, pour que les pèlerins ne soient pas surpris par l'averse. Certaines fêtes villageoises qui étaient volontairement planifiées selon les pronostics. Par exemple, les fêtes de la moisson se tenaient après une certaine date, pour être sûr que les champs n'apporteraient plus d'autres orages de fenaison. La réputation de Sainte Sophie pluvieuse servait comme excuse pour reporter les mariages ou choisir un terme approprié pour les sermons. Le rôle des pronostics se reflétait aussi dans la médecine. Les médecins médiévaux croyaient bien que certaines maladies se répandent par certains temps. Quand pendant février il tonnait, il conseillait que les gens renforcent l'immunité, car cela prédisait soi-disant des épidémies en été. Quand en décembre soufflait fort le vent, on supposait que le printemps suivant serait sec et qu'il fallait approvisionner les puits. Beaucoup de ces conseils sont du point de vue d'aujourd'hui plutôt symboliques, mais montrent comme étroitement la santé était liée au climat. À la fin de notre périple se pose la question: quelle signification ont les façons médiévales de prédire le temps à l'époque technologique d'aujourd'hui? Satellites, superordinateurs et modèles numériques fournissent des prédictions précises pour des jours d'avance. Il s'avère néanmoins que l'art d'observer la nature n'a pas disparu. Les gens encore aujourd'hui aiment dire: ciel rouge le soir, demain le soleil nous réchauffe, ou quand les abeilles se cachent, fuient devant l'orage. Ces phrases font partie de la mémoire culturelle et créent un sentiment de continuité avec les ancêtres. Les météorologues modernes reconnaissent que certains dictons ont un fondement physique. Le halo autour de la Lune signale la présence de cristaux de glace, et donc aussi un front qui approche. Makerelski signifie arrivée de changement. Forte rosée indique nuit claire. D'autre part, on raconte avec exagération la mémoire sélective, qui permet que même des dictons moins fiables survivent. À l'époque actuelle, les pronostics ne remplacent non pas les modèles prévisionnels, mais les complètent comme épices culturelles. De la recherche des almanachs médiévaux, il ressort que nos ancêtres n'étaient pas si superstitieux que nous le pensons souvent. Ils combinaient observation de la nature, astronomie, tradition chrétienne et expérience pratique. Leur capacité de s'orienter dans le monde sans instruments modernes était le résultat de nombreuses générations, qui remarquaient les détails et les transmettaient sous forme d'histoires, poèmes et chansons. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre de cette tradition, non seulement par nostalgie, mais aussi parce qu'elle nous apprend à percevoir le monde autour de nous et comprendre les signaux subtils de l'écosystème. Et ainsi, chers auditeurs, je vous remercie de votre attention.
Si vous a fasciné le voyage dans le passé, quand les paysans lisaient dans le ciel comme dans un livre, dans cette vidéo, vous avez peut-être découvert la connexion entre science et tradition, entre danse des abeilles et nébulosité frontale. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de le partager avec vos amis. Peut-être justement ainsi préserverez-vous l'héritage de nos ancêtres pour les générations futures.